Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Nous irons au Niger où s'est tenue ce mardi la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Le président ivoirien et 4 autres chefs d'État ont planché sur la feuille de route définissant les conditions de création de cette monnaie unique sous-régionale. Ici à Abidjan, le forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans le secteur du cacao a eu lieu ce mardi. Une rencontre présidée par la première dame Dominique Ouattara. Elle avait à ses côtés la princesse Astrid de Belgique qui conduit une mission en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme annonce la nouvelle politique de son département. Le ministre Claude Isaac Dey annonce la livraison de 4 000 logements d'ici la fin de l'année. Il a échangé avec les acteurs du secteur. Et l'État de Côte d'Ivoire célèbre la coopération ivoiro-belge. C'était au cours d'un dîner gala organisé hier au Sofitel Hôtel Ivoire. La Belgique est le 2e partenaire commercial européen de l'État ivoirien. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite en images par l'arrivée à Abidjan du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État revient de Niamey au Niger où il a pris part à la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Il est donc rentré ce soir aux environs de 19h et comme vous le voyez, il a été accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Voilà, sur place au Niger, on va le voir encore en image. Le président Ouattara a pris part donc à la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO avec ses homologues nigériens, ghanéens, togolais et nigériens. Ils ont planché sur la feuille de route définissant les conditions de création de cette monnaie unique sous-régionale qui vise notamment à renforcer davantage le processus d'intégration. Le reportage de notre envoyé spécial Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. La princesse Astrid de Belgique poursuit sa visite en Côte d'Ivoire. Ce matin, elle était aux côtés de la première dame Dominique Ouattara au forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans le secteur du cacao. Le gouvernement belge a réaffirmé son engagement à coopérer avec des pays comme la Côte d'Ivoire pour encourager les entreprises à respecter les standards internationaux en matière de droits de l'homme. Explication détaillée avec Viviane Aimé. Souhaité par la mission économique belge conduite par la princesse Astrid de Belgique, un forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire était organisé ce mardi. Il a permis à la délégation de politiques et d'hommes d'affaires belges d'évaluer les efforts du gouvernement pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Acteur de cette lutte, aux côtés du gouvernement, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance. Elle présidait ce forum en compagnie de la princesse Astrid de Belgique. Le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail a attesté des efforts du gouvernement ainsi que des efforts du comité national de surveillance. Le BIT salue le leadership remarquable de Mme Dominique Ouattara et l'engagement soutenu de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le travail des enfants. Le pays a ratifié les 2 conventions de l'OIT en la matière et procédé à la mise en conformité de sa législation avec les dites conventions. L'âge minimum d'accès à l'emploi a ainsi été relevé à 16 ans, de sorte à correspondre avec l'âge de fin de la scolarité obligatoire. La Côte d'Ivoire a également révisé la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et élaboré une liste de travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 15 ans. De nombreuses actions ont été menées en vue de sensibiliser les populations et de renforcer la capacité des institutions chargées de faire appliquer la loi. De même, le PDG du groupe Barry Callebaut, grand chocolatier, société à l'origine franco-belge, a salué l'implication du gouvernement pour mettre fin à l'exploitation des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Réussir à abolir le travail des enfants nécessite un accès à une éducation de qualité, la délivrance d'actes de naissance et l'accès à l'infrastructure requise pour des soins de santé et une hygiène de base. Et je tiens à rendre une fois de plus hommage au gouvernement ivoirien et en particulier à la Première Dame pour le développement, l'ambition et l'énergie avec lesquelles
ils mettent tout en œuvre pour réunir ces conditions propices. Un film sur les activités de sensibilisation menées par la présidente du Comité national de surveillance auprès des planteurs, ainsi que ses plaidoyers menés auprès des responsables des grands cercles de décision aux États-Unis, a été projeté. La parole a également été donnée aux planteurs, représentés par 2 responsables de coopératives regroupant chacune plus de 1000 producteurs. Enfin, le tour est revenu aux représentants du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a émis le vœu que ce forum permette de dégager de nouvelles voies d'action. Les études ayant démontré que la pauvreté des ménages constitue la principale cause de travail des enfants. Conscient de ce fait, le gouvernement de Côte d'Ivoire a inscrit ses actions visant l'élimination des pires formes de travail des enfants dans des programmes globaux de développement humain durable et s'emploie à ériger un système plus complet et plus efficace de protection sociale. Après les discours d'ouverture, le forum s'est poursuivi par un panel. Et l'État de Côte d'Ivoire célèbre sa coopération avec la Belgique. C'était au cours d'un dîner gala organisé hier au Sofitel Hôtel Ivoire. La Belgique, je le rappelle, est le 2e partenaire commercial européen de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La princesse Astrid de Belgique, habillée et couronnée comme une reine ivoirienne. À la faveur du dîner offert par le gouvernement, la bonne coopération entre les 2 pays a été honorée. Je salue particulièrement Son Altesse, la princesse Astrid, dont la présence à la tête de cette forte délégation nous honore. Je reste convaincu que le secteur privé belge contribuera de façon significative à la mise en valeur de tout ce potentiel et au renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Votre Altesse, c'est sur ces mots que je voudrais porter un toast en votre honneur, souhaiter un agréable dîner à tous et me réjouir de la consolidation des relations déjà excellentes entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. À Abidjan depuis dimanche, dans le cadre d'une mission économique, la princesse est à la tête d'une délégation de plus d'une centaine d'hommes d'affaires. Ils entendent renforcer les échanges bilatéraux. Tous les contacts se déroulent de manière remarquable. On a évidemment beaucoup de contacts organisés entre entreprises, mais aussi avec le gouvernement ivoirien. Je voudrais à nouveau, Monsieur le Premier ministre, vous remercier pour la disponibilité des membres de votre gouvernement. Et j'espère simplement que nous aurons l'occasion dans les 2 jours qui viennent, à travers ces visites d'entreprise, à travers les sites que nous parcourrons, de vous démontrer quelle est l'ampleur déjà de l'investissement de la Belgique ici. La Belgique est à ce jour le 2e partenaire commercial européen de la Côte d'Ivoire. Et notez également que la princesse Astrid de Belgique s'est rendue dans les locaux de l'Institut national de l'hygiène publique. Objectif, se rendre compte des capacités de ce centre. Il s'agissait également de marquer la volonté de la Belgique à aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de vaccination et de prévention des maladies. Le secteur agricole et le potentiel agro-industriel de la Côte d'Ivoire au marché de la coopération Côte d'Ivoire-Belgique. Les ministres Sangafoua Coulibaly de l'Agriculture et Jean-Claude Brou de l'Industrie étaient donc hier face aux investisseurs belges présents donc à Abidjan à la faveur de la visite de la princesse Astrid. Objectif de cette rencontre de plus de 2 heures d'horloge, présenter les opportunités d'affaires dans le secteur agricole et agro-industrie. La princesse Astrid est accompagnée, je rappelle, d'une forte délégation d'hommes d'affaires. Plusieurs d'entre eux ont donc visité le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de l'information à Grand Bassam ce mardi. Ils saluent la volonté des autorités ivoiriennes à favoriser l'investissement dans les nouvelles technologies à travers la VITIB de Grand Bassam.
Je l'annonçais dans les titres, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme annonce une nouvelle politique de son département. Le ministre Claude Isaac Dey, vous allez le voir échanger avec les acteurs du secteur à qui il a dévoilé sa vision. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment le foncier et le logement. Il a même annoncé la livraison de 4000 logements d'ici la fin de l'année. Chantal et Oumar Kanda nous en dit plus. 9 mois après le démarrage d'une série d'actions et de réformes visant à assainir les secteurs du foncier, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'habitat, le ministre Claude Isaac Dey annonce des résultats plutôt satisfaisants. Il a été créé un secrétariat permanent à la simplification et à la dématérialisation rattachée directement au cabinet. Il nous faut en interne améliorer le circuit de traitement des dossiers en relation avec Cadastre et la conservation foncière. Nous allons travailler à sécuriser le foncier. Tous les Ivoiriens doivent prendre conscience que sans leur participation à la préservation de nos cadres de vie, tous nos efforts seront vains. Des réformes qui font bouger aujourd'hui les lignes de ce département, notamment la révision de la politique de l'habitat, sans oublier la question de l'assainissement. Près de 68 milliards de francs CFA sont mobilisés et disponibles dans le cadre de divers projets pour améliorer et résoudre la problématique de l'assainissement en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Pour les villes de l'intérieur, notamment la capitale régionale, nous disposons à peu près de 10 et 15 milliards de francs CFA. Un schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan est en cours de finalisation. Nous allons aussi réaliser des schémas d'assainissement et de drainage pour certaines capitales régionales du pays. Je voudrais rassurer les Ivoiriens et leur dire, ne vous découragez pas. La demande est forte, mais j'ai l'assurance qu'avec la nouvelle politique que je propose, nous allons satisfaire les besoins des Ivoiriens. D'ici la fin de l'année 2017, ce n'est pas moins de 4000 logements qui seront livrés sur plusieurs sites. Pour les acteurs du secteur, cette vision du gouvernement est à saluer. Il fallait qu'après un certain nombre de mois, le ministre puisse expliquer ce que son département fait. Et nous qui sommes dans ce secteur d'activité, savons que ce département travaille énormément. Il y a un architecte pour chaque Ivoirien. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour se tourner vers l'architecte. Et l'architecte, il est d'utilité publique. Notre fonction, c'est le bien-être des populations. Concernant le domaine que nous exerçons, les logements sociaux, économiques et standing, les souscripteurs ont bien compris l'état d'avancement, les mesures qui ont été prises par le ministère pour l'aboutissement des différents chantiers qui sont en cours. Concernant la bonne gouvernance du secteur, des dispositions sont prises, selon Claude Isaac Dey, pour l'amélioration de la qualité de ces services. L'enjeu aujourd'hui est de faire respecter les procédures et d'inviter les agents du ministère à la probité. La direction du Trésor a procédé ce mardi au plateau au lancement de la campagne de sensibilisation sur les implications juridiques et financières des actes posés par les fonctionnaires et agents de l'État. Tenez-vous bien, de 2010 à 2017, l'État a payé environ 236 milliards de francs CFA comme réparation à des personnes par la faute de fonctionnaires ou agents de l'État. L'objectif donc de cette campagne est de réduire ces condamnations. Jean-Jacques Kwame. Si on prend le cas d'un conducteur d'un véhicule administratif, il ne respecte pas le code de la route, il commet un accident. Les victimes de ces accidents-là portent plainte contre l'État et l'État se retrouve condamné à payer des dommages et intérêts. À cela, il faut ajouter les démolitions des biens d'autrui, les bavures policières et militaires, le non-respect des clauses contractuelles et ruptures abusives de contrats. Les réparations partielles de ces différents postes de préjudice pour l'État durant la période 2016-2017 s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que ces différents montants versés aux victimes par le Trésor public auraient pu servir à la réalisation d'infrastructures socio-économiques ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour notre part, nous pensons que ces pertes financières subies par l'État pourraient être considérablement réduites si ces préposés avaient une bonne connaissance des règles qui gouvernent la conclusion et l'exécution des contrats. C'est le sens de la campagne de sensibilisation lancée ce mardi par le Trésor public sur les implications juridiques et financières des actes posés par les représentants de l'administration publique, fonctionnaires et agents de l'État. Cette campagne de sensibilisation me paraît donc essentielle
puisqu'il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs publics autour d'un idéal commun, celui de la préservation de l'intérêt général dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Après le lancement, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les différents ministères. Vous êtes certainement nombreux à avoir déjà entendu cette phrase de la part du commerçant ou du prestataire du service. Il n'y a pas de monnaie. La monnaie est une denrée rare aujourd'hui. C'est le sujet du dossier de ce 20h. Clients et vendeurs ne s'entendent pas toujours pour un problème de pièces d'argent ou de billets. Alors, où trouver la monnaie? Comment régler la question et comment les populations vivent-elles cette situation? Réponse dans ce dossier signé ce soir. Fidèle Aigné, Delphine Blas. Cette scène, les usagers des minicars appelés communément Gbaka et les taxis communaux appelés aussi Woro en sont habitués. C'est très souvent qu'une fois à destination, ils sont associés pour partager la monnaie, une attitude pas au goût de ces derniers. Ça ne m'arrange pas. Au contraire, ça m'énerve parce que je suis pressé, je vais quelque part. Et voilà que j'emprunte le bagage, puis arrive ici, bon, il m'associe à une personne que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas comment on va s'arranger. À chaque fois, quand on monte dans le Gbaka, toujours ils associent les gens. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, les clients, on ne peut pas avoir monnaie avant de monter leur véhicule. Parce que ce sont eux qui travaillent. Nous, on ne travaille pas. On est des clients. Avant de venir emprunter, on est obligé de chercher la monnaie. Moi, par exemple, à chaque semaine, je suis obligé d'aller acheter des trucs que je ne veux pas, juste pour me faire la monnaie. Parce que si tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas emprunter. Pour les apprentis Gbaka, c'est la solution trouvée au manque de monnaie. Et les autres qui montent, ils donnent 2000, qui donnent 1000 francs, donc à 10h à midi, monnaie est finie. Les autres qui viennent les associer pour aller. Le Gbaka contient 20 personnes. Si c'est 20 personnes, au moins dans les 20 personnes, si au moins 15 ont donné des billets de 500, 1000 francs, bon, nous ne pouvons pas avoir la monnaie. Donc nous sommes obligés de les associer. À la descente des Gbaka, des jeunes filles font la monnaie de 5 000 et 10 000 francs CFA pour l'achat d'un article au prix minimum de 200 francs CFA. Scène difficile à comprendre. Une question à se poser. Où ces jeunes filles prennent-elles la monnaie? On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait bisabili, on s'en paye ça là. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. Les mendiants, on les retrouve justement aux abords des mosquées et des grands carrefours de la ville d'Abidjan. Accusés de vendre la monnaie, ces mendiants sur place échangent des pièces sans contrepartie. Je ne peux pas voir quelqu'un va casser mon bio. Il me dit, vous êtes une famille ici, quelqu'un veut casser mon bio. C'est le même travail, il faut aller seulement. Je les tiens, mais voilà ça. Ah d'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais, aux deux plateaux, un mendiant quinquagénaire connaît bien le trafic de monnaie. C'est un réseau, selon lui, assez fermé. Toutes nos tentatives pour percer le mystère sont restées vaines. Les pharmacies et les grandes surfaces n'échappent pas au manque de monnaie. On vous oblige parfois à prendre un produit ou un cachet. À la pharmacie, il y a toujours problème de monnaie parce que quand nous venons acheter des médicaments, quand il n'y a pas de monnaie, soit ils nous donnent des paracétamol, soit souvent ils demandent de repasser à plus tard. C'est un peu compliqué. On est obligé d'acheter la monnaie avec des chauffeurs. Vous imaginez, acheter de l'argent avec de l'argent, ça tue l'activité. On va jusqu'à 7% qu'on te retire sur ton argent que tu leur donnes. Je ne sais même pas. Donc on est obligé, nous aussi, à notre niveau, quand il n'y a pas de monnaie, soit d'utiliser soit les bonbons pour les pièces rouges. Et puis maintenant, quand c'est un peu beaucoup, on est obligé d'utiliser paracétamol. Nous qui devons aller faire des achats, c'est nous qui devons avoir les monnaies. Les boutiquiers, les transporteurs n'ont pas la monnaie. Vraiment, c'est difficile. On ne sait pas si les monnaies sont perdues ou bien qu'est-ce que l'État doit faire pour faire sortir la monnaie. En Côte d'Ivoire, le manque de monnaie est un véritable problème. Et pour ne rien arranger, la pièce de 250 francs CFA n'est pas aussi acceptée sur le marché. Nous n'avons jamais entendu que dans le communiqué du gouvernement que pièce de 250 est inutilisable. Mais depuis qu'on donne aux passagers, les passagers refusent. C'est ça le 250 là. Je demande à la population, est-ce que ce n'est pas notre monnaie? Quand tu veux payer quelque chose, que tu donnes aux commerçants, aux boutiquiers, ils refusent. Il y avait plus de 1500 pièces de 250.
Hein, ils sont obligés de jeter ça à la maison. La pièce de 250 francs est une pièce qui a cours légal et qui doit servir dans les transactions, au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Le paiement électronique est proposé comme solution alternative depuis quelques mois au problème de monnaie. C'est la solution trouvée par les banques et les téléphonies mobiles. Barthélemy Kwame, un jeune Ivoirien, a développé une application permettant de récupérer la petite monnaie. Timo est une solution qui facilite les paiements. Timo est vu comme un système de petits avoirs. Vous arrivez dans un magasin, vous payez quelque chose et on vous doit par exemple 845 francs. Ce n'est pas évident qu'on puisse vous donner exactement 845 francs. Timo s'utilise à la pharmacie aussi. Si vous achetez une plaquette de comprimés qui fait 345 francs, on peut vous donner exactement la monnaie qu'il vous faut. Si vous ne voulez pas tout en Timo, on peut vous donner par exemple 300 francs s'il y a des pièces de 100 francs et on peut vous donner 45 francs en Timo. Mais en attendant, le manque de monnaie profite à certaines personnes et inspire même les artistes. Tangi de pain n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie, Tangi de pain n'a pas monnaie, le boutiquier n'a pas monnaie. Voilà, problème de monnaie en Côte d'Ivoire. Heureusement qu'il y a une solution au dossier réalisé par Fidèle Aigné et Delphine Gla. La Côte d'Ivoire sera présente à la 23e conférence des partis dénommée COP23 en Allemagne. Ce sera du 6 au 17 novembre prochain. La délégation ivoirienne sera constituée de 250 personnes. Mais avant l'événement, une rencontre a eu lieu aujourd'hui même avec les parties prenantes. L'objectif est bien sûr d'échanger sur les dispositions pratiques de la participation ivoirienne à la COP23. Le reportage de Grace Kando. Le réchauffement climatique et ses répercussions sur la vie humaine, économique, environnementale et les questions de financement des projets de lutte contre les changements climatiques. Autant de sujets qui seront abordés lors de la 23e conférence des partis dénommée COP23 à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre prochain. À moins de 2 semaines de l'ouverture officielle, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie une conférence avec les parties prenantes. La problématique de la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques est aujourd'hui une problématique mondiale qui a suscité l'engagement de tous depuis l'accord de Paris sur le climat. L'engagement mondial concerne également la Côte d'Ivoire. Il était important que la Côte d'Ivoire ait une participation efficiente, réussie. Notre participation à cette COP23 va permettre de mettre en exergue les efforts de la Côte d'Ivoire, non seulement sur les engagements internationaux, mais également sur nos engagements nationaux, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des efforts pour le monde sans prendre en compte les efforts que nous devons faire pour notre propre pays et pour notre propre population. Les changements climatiques impactent négativement sur la santé des populations. Je veux pour preuve les pluies abondantes diluviennes qui entraînent des déplacements des populations, d'où une certaine promiscuité liée donc à certaines maladies. Mais il faut prévenir et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé est étroitement lié à l'organisation de cette COP23. Au cours de cette rencontre, l'agenda de la délégation ivoirienne à Bonn en Allemagne a été présenté aux participants. Après les élections des délégués, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État du Côte d'Ivoire passe à une autre phase, c'est celle de l'organisation de son assemblée générale. Moment d'élection des responsables des différentes instances de la mutuelle, dont la présidence du conseil d'administration, une assemblée générale confirmée par décision de justice. Je vous propose d'écouter le président du comité électoral national de la MUJEFSI. Ces derniers temps, beaucoup ont craint que l'assemblée générale de demain, mercredi 25 octobre, ne puisse pas se tenir et nous souhaiterions pouvoir annoncer à l'ensemble des mutualistes que, donc en conformité avec les décisions de justice, que nous ne commenterons pas puisque nous sommes légalistes et nous n'aurions pas pu tenir cette assemblée générale si elle avait été interdite par décision de justice. L'assemblée générale de demain, mercredi 25 octobre 2017, se tiendra effectivement, comme prévu et comme convoqué, à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les travaux commenceront à 9 h.
Et notez que la région de la Nawa se prépare à accueillir le président de la République, le chef de l'État Alassane Ouattara, qui se rendra donc dans cette région pour inaugurer le barrage de Soubré le 2 novembre prochain. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. Ce sont 35 opérations d'un montant de 3,9 milliards de francs CFA qui seront mises en œuvre par le Conseil régional de Soubré dans le cadre de son programme triennal 2018-2020. De nouveaux projets en phase avec les doléances des populations. Une région qui est très vaste, très porteuse économiquement avec bien sûr le cacao mais aussi les autres cultures pérennes qu'il faut évacuer et nous avons besoin de pistes et de routes. Il est prévu le bitumage de l'axe Yabayo-Buyo. Ce projet a pris quelque peu de retard mais nous savons que le gouvernement pense à cela et nous espérons aussi que l'axe Soubré-Gueyo qui a besoin d'être également bitumé et qui est prévu au bitumage, le sera très bientôt, sera programmé d'ici l'année prochaine. Plus de 190 millions de francs CFA seront mobilisés en 2018 pour l'exécution de 24 actions dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la promotion touristique et économique et de réalisations diverses. Le préfet de la région de la Nawa, qui a pris part à cette session, a annoncé l'arrivée du chef de l'État Alassane Ouattara le 2 novembre prochain pour l'inauguration du barrage de Soubré. Une arrivée attendue avec impatience selon le président du conseil régional. Nous allons mobiliser toute la population de la Nawa pour que ce passage, une fois de plus, soit mémorable, que le président sache que la Nawa le soutient. La Nawa est derrière les efforts qu'il fait, non seulement pour la Nawa, mais également pour tout le pays. Et nous allons sortir massivement et j'invite la population à être présente le 2 novembre pour accueillir notre président. Le barrage de Soubré deviendra le plus grand du pays devant celui de Tabo et Buyo. Ces retombées socio-économiques dans la région sont immenses, notamment avec la création de plus de 5000 emplois en 56 mois. Une rencontre consultative sur le rôle des structures de justice traditionnelles et les institutions judiciaires dans la promotion de l'état de droit en Afrique de l'Ouest et du Nord se tient à Abidjan, organisée par le département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine. Cette réunion, qui va durer 3 jours, vise à engager et informer les parties prenantes à la promotion de l'état de droit. L'opération Épervier 3, lancée par la police nationale sur l'ensemble du territoire, continue de sévir dans les rangs des trafiquants de drogue et autres gangsters. À Daloa, vous allez le voir dans le Haut-Sassandra, la traque menée par les forces de sécurité a permis l'arrestation des bandits et surtout de détruire des fumoirs. Ngana Konati, notre correspondant sur place. Très tôt ce jeudi matin, un groupe d'intervention du commissariat du 1er arrondissement de Daloa se prépare à traquer les jeunes délinquants dans le cadre de l'opération Épervier 3. Direction le Grand Bafon situé au quartier Commerce. Un endroit difficile d'accès, mais très fréquenté par les jeunes en conflit avec la loi. Les bandits, informés de l'arrivée des forces de l'ordre, se sont cachés dans la brousse. Après une fouille minutieuse, la police a réussi à les dénicher. La drogue est où? Pourquoi ils vont parler, ils vont comprendre. Certains ont dissimulé leurs sachets, d'autres ont été pris en flagrant délit. Ouvre le sachet. La traque des jeunes délinquants s'est soldée par l'arrestation d'une quinzaine d'individus. Les fumoirs servant d'abri ont été détruits et incendiés par la police. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'endroit ne soit plus recolonisé. Une opération d'envergure qui a rencontré l'adhésion des populations, excédée par les agressions des jeunes en conflit avec la loi. La journée même, on a des problèmes. La nuit même, à partir de 19h, quand tu sors, ton cœur bat. Parce à ton retour, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas croiser. Donc, en tout cas, nous sommes très contents aujourd'hui. On ne veut même plus voir ça ici. Il y a un collègue qui est venu autrefois fois ruiné là, ils l'ont attrapé. Bon, ils ont eu que non, que c'était quand ils ont commencé à le piquer, tout ça là-dedans. Aujourd'hui, si je les vois dans le camion des PJ, en tout cas, je suis content. C'est bien ça. Le commissaire de police Nguessan Zaka Thomas et ses hommes comptent mener ce genre d'opération jusqu'à ce que la ville de Daloa soit pacifiée. Quant aux jeunes interpellés, ils ont été conduits au commissariat du 1er arrondissement et le préfet de police, Ouattara Francis, compte les mettre à la disposition du parquet.
À l'étranger, au Togo, l'opposition continue de réclamer la démission du président Faure Gnassingbé. Elle accentue la mobilisation dans la rue hier. Elle a appelé à 3 nouvelles journées de manifestations en novembre prochain contre le pouvoir. Des manifestations pourtant interdites par le gouvernement togolais qui a donc décidé de suspendre la conférence de la francophonie qui devrait se tenir fin novembre. Abou Sanogo. Le bras de fer entre le gouvernement et l'opposition togolaise se durcit. 2 mois après le déclenchement de la crise qui a fait 3 morts et plusieurs blessés, la crise restait toujours entière, malgré l'interdiction du gouvernement de manifester en semaine. Jeudi dernier, l'appel à de nouvelles mobilisations lancées par l'opposition dirigée par Tikpi Achadam a été une fois de plus empêché par les forces de l'ordre. Depuis, la tension est à son comble dans les quartiers périphériques de la capitale togolaise. Malgré les fortes répressions, les manifestants refusent de renoncer au combat. Face à l'ampleur de la crise, le président togolais Faure Gnassingbé, après des consultations mutuelles avec le premier ministre israélien, a décidé de reporter la tenue du sommet Afrique-Israël à une date qui sera convenue d'un commun accord. Dans un communiqué rendu public le 18 octobre dernier, la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, a déploré l'escalade de la violence au Togo. Selon elle, rien ne peut justifier ces affrontements. Et ce mardi 24 octobre, c'est la journée des Nations Unies et c'est ce jour que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a décidé de se rendre en République centrafricaine où il va passer 4 jours. Une visite qui intervient alors que le mandat de la MINUSCA doit être renouvelé le mois prochain et que la mission fait face à de nombreuses critiques, notamment pour son incapacité à enrayer le cycle de violence qui a fait des centaines de morts depuis 1 an. 12 casques bleus ont été tués cette année, les humanitaires aussi. Les ONG comptent donc sur cette visite du secrétaire général de l'ONU pour amener la paix dans ce pays. On se retrouve pour une autre fois, pour le 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.